Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. En 2013, il semblerait que près de 110 milliards d'euros auraient été perdus dans le monde du fait de la cybercriminalité. D'ailleurs, certaines sources pensent que ce chiffre est en réalité une hypothèse basse et même, dans certains cas, une hypothèse très basse. Les deux pays les plus exposés à la cybercriminalité seraient les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part. Qu'est-ce donc que la cybercriminalité? Quelles différentes formes revêt la criminalité dans le cyberespace? Où en est l'Afrique? Voilà le sujet que, à votre avis, vous propose de débattre ce soir. Mais je voudrais, juste avant, vous dire que nous avions invité sur ce plateau la Direction générale de la police nationale du Mali et la société Orange Mali, dont nous ne doutions pas que la contribution à ce débat aurait été d'une très grande utilité publique. Il se fait que nous n'avons même pas bénéficié de la courtoisie d'une réponse, y compris négative, de ces deux institutions. Mais, chers téléspectateurs, parce que vous avez droit à l'information, nous avons, en dépit de cette discourtoisie, maintenu l'émission. Et c'est donc avec un très grand plaisir que je reçois sur ce plateau nos deux invités, que je remercie déjà pour leur disponibilité civique. Alors, M. Ousmane Bamba, vous êtes cyberjuriste. Et M. Ousmane Berté, vous êtes le directeur général de Datatech Mali. L'un et l'autre, vous nous expliquerez tout à l'heure ce pourquoi vous êtes sur ce plateau. Mais avant, suivons d'abord le micro-trottoir d'à votre avis. L'Afrique pourrait peut-être se défendre si elle se donne les moyens. Il est difficile de pouvoir gérer autant de personnes sur le net. Même l'Europe même n'y arrive pas. Il y a des cybercriminels là-bas qui sont toujours en liberté. Ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. Nous, en Afrique, ici, on manque de moyens. Pour moi, ce serait possible, mais si on se donne les moyens de le faire. Pour moi, la cybercriminalité, c'est simplement ce mode de banditisme, n'est-ce pas, lié à Internet, où certains pirates profitent de certaines choses pour pouvoir, n'est-ce pas, s'introduire dans des données personnelles de certains sites ou alors de certaines boîtes privées, mettre leurs informations de manière à dérouter ou alors à véhiculer une mauvaise information pour servir forcément leurs intérêts égoïstes. Et avec la diffusion des réseaux sociaux, n'importe qui s'y met. Les gens, ils sont très très forts. Ils peuvent un compte bancaire par exemple. Il ne faut jamais le mettre sur Internet. Même si on te demande que c'est pour acheter une application, quelque chose comme ça, il ne faut jamais le faire. Parce qu'après, tu vas mettre ton mot de passe, le compte est là. Donc ils sont capables vraiment d'enlever tous les fonds sur ton compte.
cybercriminalité pour moi, c'est la violation des droits des uns et des autres à travers le net. Ce sera vraiment difficile parce que plus la technologie s'améliore, plus les criminels se perfectionnent également. Donc si l'Afrique a des aspirations à 3G ou 4G, elle devra aussi penser à avoir des experts qui pourront parer les velléités de cela. Je pense bien que l'Afrique a les moyens, parce que l'un des moyens déjà, c'est la ressource humaine. L'Afrique a quand même de bons informaticiens. Il suffit que les gouvernements se réunissent et se penchent sur le problème. Et je crois qu'avec un peu de volonté, on peut combattre la cybercriminalité. Bon, la cybercriminalité, c'est une façon d'escroquerie sur Internet. Je pense bien que l'Afrique et le monde entier peuvent toujours se battre contre ces gens-là. Nous pensons quand même que l'Afrique, par des mécanismes de contrôle, de filtrage des réseaux Internet, nous pouvons quand même, encore à notre niveau, freiner ce phénomène de cybercriminalité. Donc, si la cybercriminalité arrive sur nos écrans d'ordinateur par le recrutement dans les groupes djihadistes, mais il est évident que les jeunes aujourd'hui qui sont en quête de l'emploi seront tentés déjà par les messages qui sont véhiculés d'adhérer à ces mouvements-là. Malheureusement, dans le droit positif guinéen, il y a un vide juridique sur la question. En tout cas, en ce qui concerne les infractions les plus graves, c'est-à-dire les crimes et autres délits. Mais la seule partie qui reste réglementée, ça reste les délits de presse commis sur Internet, qu'il y ait une vraie mise à niveau de la police, parce que la police aussi a besoin en amont de savoir ce que c'est que la cybercriminalité afin de se doter et de traquer les délinquants sur Internet. Alors, Monsieur Ousmane Bamba, rapidement, pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous définir théoriquement ce qu'est la cybercriminalité? Je vous pose la question parce que vous êtes le cyberjuriste de service, donc voilà. Merci bien, M. Marico. Je voulais dire qu'on sait ce qu'elle désigne, mais souvent on se trompe d'appellation parce que le mot cybercriminalité n'a jamais été défini par un législateur. C'est la doctrine qui a tenté de définir ce mot en essayant de le définir comme étant l'ensemble des infractions pénales commises en ligne via les réseaux de communication électronique et les systèmes d'information. Mais c'est un terme qui est inapproprié parce que pour un juriste, il aurait fallu préférer au mot cybercriminalité le mot de cyberdélinquance. Parce que dans l'échelon des infractions, il y a la contravention, il y a les délits, comme il a dit, les délits de presse, il y a les crimes. Les crimes, c'est dans la gradation des infractions le pavé le plus élevé. Donc, parler de cybercriminalité reviendrait à penser qu'il n'y aurait sur Internet et dans le cyberespace que des crimes. Alors que tout ce qui se passe sur Internet n'est pas forcément des crimes, ça peut être des délits et ainsi de suite, comme il a si bien dit un téléspectateur, les délits de presse. Alors, dans tous les cas de figure, on pense qu'il y a cybercriminalité dans 3 cas. 1, quand les technologies sont utilisées comme outils du crime, quand les technologies sont utilisées comme objet ou quand les technologies sont utilisées comme scène de crime. Dans les 3 cas, on est dans l'optique vraiment de la cybercriminalité. Merci. Alors, M. Berthet, alors vous êtes, comme je l'ai dit, directeur général de Datatech, qui est une société de fourniture d'accès à Internet. D'abord, expliquez-nous ce que ça signifie, et puis ensuite, je voudrais que vous réagissiez à notre micro-trottoir. Mais dites-nous d'abord qu'est-ce que ça signifie, parce que moi, comme la plupart des téléspectateurs d'Africa Télévision, nous ne savons pas ce que ça signifie. D'accord.
Merci. Notre entreprise Datatech, depuis les premières heures de l'activité Internet au Mali, est ce qu'on appelle un fournisseur d'accès Internet. Et à ce titre, nous offrons en gros 2 types de services. Nous faisons des prestations d'accès au réseau Internet. Et ça, c'est la première activité. La deuxième activité, nous concevons et hébergeons des services pour notre clientèle. Ce sont des services, des sites web, conception, hébergement, des sites où on peut aussi stocker ou télécharger ces données. Et également, depuis un certain temps, nous offrons des réseaux de communication sécurisés de bout en bout en 2 institutions. Voilà en gros ce que nous faisons comme activité. Monsieur Bamba, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer, parce que ça va être un peu le cœur de notre débat, ce qu'est l'économie numérique? C'est quoi? Quand on dit économie numérique, on a des ministères maintenant, on a des spécialistes, on a tout, mais on sait pas, le peuple ne sait pas ce que c'est. C'est quoi économie numérique? Alors, je crois que lors du débat précédent, on avait parlé de ça. Oui, bien sûr. Mais... L'économie numérique, comme vous l'avez dit, on va simplifier les choses. C'est l'ensemble des métiers qui sont nés de la convergence entre l'informatique, les télécommunications, l'audiovisuel et le multimédia. Donc tous ces métiers qui sont nés de ça, on va les appeler l'économie numérique. Vous avez là le téléphone, l'informatique et toute la bulle des métiers qui est née de l'accès au réseau Internet. Alors très bien, mais j'imagine que la cybercriminalité, au-delà effectivement des limites que vous avez posées tout à l'heure, va concerner en réalité l'économie. Va affecter l'économie. Soit l'économie globale, oui. Soit l'économie à titre individuel. Oui. Très bien. Monsieur Berthet, vous fournissez accès à Internet. Est-ce que lorsque vous fournissez l'accès à Internet, vous vous souciez des activités, par exemple, de cyberterrorisme, de groupes qui sont disséminés un peu partout à travers le monde, ou ça ne vous concerne pas? Alors, ça ne nous concerne pas directement, mais quand même de façon éthique, nous essayons d'offrir à notre clientèle un environnement qui peut participer soit à la prévention ou même à la révélation de crimes commis. C'est essentiellement le traçage des activités de connexion de ceux qui arrivent chez nous. On sait à quel moment tu t'es connecté, tu t'es déconnecté, où tu es allé, etc. Donc ça c'est des choses qui se font automatiquement chez les fournisseurs. Et en cas de problème, on peut toujours remonter à la source du problème. Mais les fournisseurs d'accès, il y en a beaucoup? Ou vous êtes seul? Ou il y en a, comment ça se passe là? Est-ce que chacun peut fournir? Une très grande question. Hein? Aujourd'hui, il y en a très peu. Avant, on a été très nombreux, peut-être à un moment donné, une vingtaine. Aujourd'hui, à ce que je sache, en dehors des 2 opérateurs télécoms, il y a peut-être 3 autres entreprises qui offrent ce genre d'activité au public. Au public malien. Malien, oui. Mais je veux dire, peut-être que dans tous les autres pays de la sous-région et tous les pays de la région Afrique, oui, il y en a autant. Autant de fournisseurs d'accès? Non. Alors, expliquez-nous au plan global africain. Oui. Parce que c'est important pour les téléspectateurs d'Africa Télévision. Les fournisseurs d'accès, parce que je viens de comprendre que vous êtes beaucoup plus important que je ne le croyais. Parce qu'en réalité, vous êtes ceux à partir de qui il est possible de nous escroquer. Alors, si c'est le cas, globalement en Afrique, est-ce que vous avez une idée du nombre de fournisseurs d'accès et quelles sont les conséquences du fait que ce nombre-là soit important ou moins important? J'insiste encore une fois, c'est surtout pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit.
Je vais devoir rentrer un peu dans l'histoire. Si vraiment comprend peut-être le fil de mes idées. Non, mais allez-y. Au fait, le paysage a beaucoup évolué. Et nous, aujourd'hui, on fait partie d'une catégorie qui est en voie de disparition. Avant, si vous vous souvenez bien, dans les années 90, c'était seulement les fournisseurs d'accès, ici et d'ailleurs ailleurs, en Europe ou aux États-Unis, qui offraient cette activité. Mais après, les opérateurs télécoms se sont mis dedans. Et aujourd'hui... les opérateurs télécoms, par exemple, qui Orange, Malitel, RTL, voilà. On ne les appelle pas eux fournisseurs d'accès par la nature de leur activité. Ils offrent beaucoup plus d'autres choses que juste Internet. Donc ils sont opérateurs télécoms avec de gros moyens, ce qui a amené, même aux États-Unis, en France, la disparition de ce métier. Au Mali, on était peut-être une vingtaine à un moment donné. Comme je vous l'ai dit tantôt, il ne reste plus que 2 ou 3. Donc, en réalité, même on occupe une toute petite partie de l'activité d'accès à Internet aujourd'hui par rapport aux opérateurs télécoms. Un exemple, tout le monde a dans sa poche un smartphone aujourd'hui qui va sur le net. Pour la personne qui se connecte avec son smartphone, son fournisseur d'accès, c'est l'opérateur X ou Y. Donc, les opérateurs télécoms, en réalité, ont pris la plus grande partie. Et d'ailleurs, nous, pour prévenir à mon entreprise, nous, on s'est replié sur une petite niche. On offre des réseaux sécurisés à des entreprises, communication sécurisée, pas l'Internet grand public. Est-ce que, M. Bamba, est-ce que ceci... Je veux juste rebondir un peu... oui, allez-y avant que je pose ma question. Oui, parce que vous l'avez dit au début que les opérateurs télécoms Orange que vous avez invités ne sont pas venus. Moi, j'aurais voulu qu'ils soient sur la table, parce que quand on parle d'économie numérique, on parle de la possibilité de créer des emplois avec les nouvelles technologies. Alors, quand on accepte, dès lors qu'on a accepté dans notre pays que ceux qui vendent en gros puissent faire le détail, on a cassé une chaîne d'emplois. Ce qui fait aujourd'hui qu'il n'y a que des survivants. Ils étaient une vingtaine. À Bamako 2000, je crois qu'ils étaient une vingtaine aussi. Mais aujourd'hui, ils ne sont que 2 ou 3. Pourquoi? Parce que celui qui vous fournit le gros, c'est celui qui fait le détail. Alors qu'on aurait voulu simplement prendre des textes pour cantonner les opérateurs télécoms dans leur rôle de fournisseurs de réseaux de télécommunications et permettre à des jeunes entrepreneurs, à des jeunes entreprises de faire du business avec ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, vous voyez, par exemple, eux, ils sont fournisseurs d'accès, ils prennent la bande passante avec l'opérateur. Celui avec qui vous prenez la bande passante, et qui doit vous garantir la qualité de votre service, offre le même service à votre client. Alors, comment ça se passe? Et là, je pense qu'on a raté un coach, un cap de mieux créer de l'emploi et de mieux profiter de tous les avantages de l'économie numérique. Et c'est dommage. Merci M. Bamba. Nous allons y revenir. Je sentais bien qu'il y avait ce problème-là. Oui. Nous allons y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de notre débat. Je voudrais, maintenant qu'on a un peu déblayé le terrain, je voudrais juste que, encore une fois pour la gouverne de nos téléspectateurs, que vous nous indiquiez les formes les plus fréquentes de cybercriminalité qu'il y a dans le monde d'une manière générale, mais plus précisément en Afrique. Quelles sont les formes de cybercriminalité auxquelles l'Africain lambda, qui possède un smartphone, comme dit M. Berthet, ou qui a un ordinateur, peut être exposé? On va rapidement, et puis maintenant nous allons rentrer effectivement dans le vif du sujet. Si on se rappelle la définition que j'ai donnée au début, c'est qu'on parle de cybercriminalité quand les technologies sont utilisées comme outils, objets et scènes de crime. Si on a ce tableau en tête, c'est plus facile de comprendre ce que je veux dire. Donc, je prends un exemple de cybercriminalité. C'est un vocable générique qui désigne toutes les formes d'escroquerie sur Internet, qu'on appelle la Nigerian Connection. On s'excuse, parce que le nom a été donné par l'Institut de police scientifique et criminelle de Lausanne, qui dispose de la plus grande base de données de ces modèles de lettres ou de ces modèles d'arnaque sur Internet. Et quand ils ont fait le traçage, ils ont trouvé que soit c'était des escroqueries qui partaient du Nigeria,
où un Nigérien était derrière, d'où l'appellation de la Nigerian Connection. Un Nigérian. Nigérian. Pas Nigérien. Pas Nigérien. Okay. Un Nigérian était à la base, d'où l'appellation de la Nigerian Connection. Alors la Nigerian Connection prend plusieurs formes. Donc les techniciens nous diront peut-être comment faire pour lutter contre cela. Qui c'est qui n'a jamais reçu un email qui l'invite à participer à une conférence où le nombre de jours qui est 4, l'organisateur prend 3 jours de participation et vous-même vous devez prendre le dernier jour. Mais la condition c'est que vous devez payer avant. Qui c'est qui n'a jamais reçu un email dans sa boîte qui l'invite à donner ou à dévoiler ses coordonnées, ses données personnelles pour recevoir des gains à une loterie à laquelle on n'a jamais gagné, on n'a jamais joué. Vous êtes les gagnants de la Bill Gates Foundation Lottery, ainsi de suite. Ou bien, plus pernicieuse encore, on dit, je suis le fils de un tel qui est décédé il y a 1 an, et souvent ça colle. Alors, mon papa est décédé, il a laissé derrière lui telle ou telle somme d'argent, je cherche quelqu'un de fiable avec qui je pourrais gérer ça. Comme je ne peux pas le faire dans mon pays, je vous demande de me passer votre compte bancaire pour que je vous délocalise le fonds et en retour, vous avez tel pourcentage. Donc, toutes ces formes-là. Ou bien, c'est le téléphone aujourd'hui. On vous appelle au téléphone, on vous arnaque par votre téléphone. Alors, il paraît que par rapport au mobile, je m'excuse alors, il paraît que l'Afrique est le terrain de prédilection pour l'avenir à l'arnaque au mobile, au téléphone mobile. Vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas, justement, je vous pose la question. Mais j'ai lu ça dans les papiers. Oui, parce que nous avons déchié toutes les statistiques. On ne pensait pas que le téléphone allait avoir ce taux de pénétration en Afrique. Parce qu'on est qualifié d'être un pays pauvre, que les gens n'ont pas accès. Mais le téléphone, l'accès du mobile en Afrique a défié toutes les statistiques. Vous pouvez voir tous les rapports de l'UT qui en parlent. Aujourd'hui, en Afrique, il y a plus de téléphones portables que de lignes fixes. Ça, c'est clair. On a dépassé ceci il y a longtemps. Et ça va encore de plus en plus le faire parce que c'est plus commode, c'est plus conforme, il me semble, à nos pratiques culturelles. J'ai mon portable à part moi, je me déplace avec et c'est plus simple. Aujourd'hui, le fixe est dans ces derniers jours, sauf quelques grands spécialistes qui en voudraient encore, mais tout le monde est au mobile. Et c'est pourquoi, demain, puisque plus il y a du monde, plus on a la possibilité d'avoir aussi des clients dans ce domaine-là. Donc l'Afrique va être effectivement une zone de prédilection pour ces cyber-escrocs qui utilisent fondamentalement le mobile aussi pour arnaquer les gens. Alors moi je vais citer comme ça, M. Berthet, c'est à vous que je m'adresse, mais aussi à M. Bamba. Moi j'ai toute une liste. Ah oui, la liste elle est longue. De crimes qui sont commis de manière informatique. Alors, la fraude par téléphone cellulaire, l'altération des données, la destruction des données, le sabotage, l'extorsion, le vol, la contrefaçon, tutti quanti, c'est très long. Vous, de votre position technique, est-ce que vous vous sentez concerné par cela? Bien sûr. Alors expliquez-nous. On est concerné dans la mesure où on utilise justement les moyens que nous on met à la disposition du citoyen, soit pour commettre des crimes, soit pour être victime d'activités criminelles. J'apprécie votre franchise. Donc l'outil en fait. Exact. Je ne voulais pas le dire, mais puisque vous l'avez dit à ma place. Donc, on se sent très très concerné, bien sûr. Et on en est conscient et dans certains cas, on essaie d'aider tant qu'on peut. Parce que nous, on doit offrir un accès aussi transparent, le plus transparent que possible aux utilisateurs sans trop de barrières. Or, dès qu'on fait ça, les autres aussi en profitent. On en est conscient, oui. On est quelque part. Mais ce que la loi dit, par exemple, pour eux. Alors, je voudrais juste, parce que ça c'est l'aspect que je voudrais que nous abordions. Est-ce que vous avez participé, vous avez été un acteur, M. Bamba, de l'élaboration de l'avant-projet de loi sur la cybercriminalité au Mali, ici, votre pays. Alors, je voudrais, parce que bon, on a vu un peu ce que ça signifie, cybercriminalité, on a vu un peu le mode opératoire, mais on va rentrer dans le mode opératoire tout à l'heure. Mais, puisque vous avez eu la main à la pâte, si vous permettez l'expression, pour l'élaboration de l'avant-projet de loi sur la cybercriminalité, je crois que c'était en 2013 dans votre pays, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot avant que nous ne passions
au troisième aspect de notre entretien. Donc, comme l'a dit M. Berthet par rapport à leur rôle, la loi qui est sur la table quelque part de l'Assemblée nationale qui n'est pas encore votée, il y a une seule loi dans toute la panoplie qui a été votée, c'est la loi sur la protection des données à caractère personnel. Je tiens à préciser que l'avant-projet date de janvier 2013. Absolument. Et c'est encore sur une table. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans. C'est encore sur une table quelque part. Une seule loi a été votée, c'est la loi sur la protection des données à caractère personnel qui a sécurisé le RAVEC. Il y a la loi sur la cybercriminalité, il y a la loi sur les transactions électroniques, il y a la loi sur le cadre juridique même, sur le cryptage, sur le cadre juridique même de la société de l'information. Tout ça, c'est encore sur une table. D'après vous, avant que vous ne nous répondiez, parce que j'en profite, mais d'après vous, pourquoi c'est dans un tiroir? C'est quoi ça? Probablement. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas considéré comme prioritaire? Et je crois que ça doit être comme prioritaire, parce que les technologies, à ma connaissance, il n'y a pas de niche mieux indiqué aujourd'hui pour créer l'emploi que les nouvelles technologies. Mais alors tout le monde est au chômage. C'est pourquoi on parle de l'économie numérique. Oui, est-ce que vous savez tous les métiers qui ont été créés à partir autour du mobile au Mali? Enlevez le mobile aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de chômeurs dans la rue. Non, il y en a déjà beaucoup. Donc, non seulement au Mali, mais partout. Maintenant, ce que la loi dit par rapport aux fournisseurs d'accès, ils n'ont pas une responsabilité a priori. Parce qu'eux, ils ne donnent que l'accès, c'est des access providers. Ils donnent l'accès à Internet. Et quelqu'un qui donne l'accès, c'est comme quelqu'un qui donne la route pour accéder à quelque chose. Quand vous donnez la route, il faut qu'on vous signale qu'il y a eu un accident sur la route pour que vous preniez les dispositions. Mais ils ne peuvent pas se mettre dans la position d'un juriste ou dans la position d'un policier, vérifier ce que nous faisons pour dire non, on va arrêter ça parce que toi tu fais des choses illégales. Non. Vous voulez dire, leur responsabilité, c'est pour la gouverne de nos téléspectateurs, oui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que eux, ce qu'ils font, ils ouvrent un passage. Voilà, ils donnent la route. C'est ça leur responsabilité. Ils donnent la route, vous circulez dessus, ils n'interviennent que lorsqu'il y a Alors, les infractions qui sont commises sur cette route-là, si nous restons dans le cadre que vous dites, les infractions qui sont commises sur cette route-là relèvent de cette loi qui n'existe pas, mais qui aurait dû exister. Alors revenons-en à cela, et puis comme vous êtes un des initiateurs, parlez-nous-en. Oui, la loi n'a pas été votée, mais quand vous prenez déjà le code pénal, il y a un certain nombre d'infractions informatiques qui sont incriminées déjà. Alors s'il y a une infraction qui est commise à partir d'un accès à Internet qu'il donne, il faut que l'autorité habilitée, c'est-à-dire un juge d'instruction qui a ouvert un dossier, dise à l'opérateur, au fournisseur d'accès en question, Monsieur X, utilisant votre connexion d'accès à Internet, est en train de faire des choses illégales. En ce moment, je vous ordonne de prendre des dispositions pour qu'à partir de ce moment, l'infraction cesse. C'est comme le téléphone. L'opérateur, on ne sait pas tout ce que les gens se disent à travers le téléphone, mais on ne peut pas détenir l'opérateur de télécommunication responsable, par exemple de quelqu'un qui préparerait quelque chose d'inapproprié à partir du téléphone. C'est quand on a, après coup, quand on a conscience de l'activité malveillante de la personne, qu'on peut maintenant interpeller l'opérateur télécom pour qu'il prenne des dispositions. Mais avant, si on le fait, ce serait une violation très grave de nos libertés individuelles. Parce qu'ils ne peuvent pas a priori se donner le moyen de le faire. Alors vous avez parlé de la cybercriminalité. On a parlé simplement de la Nigerian Connection. Mais au Mali, il faut que les gens fassent attention aujourd'hui. Partout, on a des guichets électroniques maintenant. Il y a ce qu'on a appelé dans le jargon le collet marseillais, qui consiste à fabriquer une fausse fente et à plaquer la fente sur la fente du guichet électronique, et à l'intérieur du guichet, la fausse fente va amener une ficelle qui empêchera la carte de descendre. Alors quand vous venez, vous tapez le code, la machine ne répond pas parce qu'il faut un niveau de descente de la carte pour que la machine parle. Alors si cela n'est pas fait, donc vous vous affolez, et il y a toujours quelqu'un qui est bien mis, qui vient, qui vous propose son service. Au moment où il est en train de vous expliquer, en réalité, vous demande de refaire votre code, il vous demande de retaper pour qu'il voit, il se fait souvent passer pour quelqu'un même de la banque, mais au moment où vous faites ça, lui, il ne regarde autre chose que vos mains sur le clavier et pour retenir votre mot de passe. S'il a votre mot de passe, il le ressort et vous ne le reverrez plus. Et puisque vous n'aurez pas pu procéder à vos opérations, parce que la carte a été empêchée de descendre par la ficelle, il revient plus tard, il retire la carte, il a le code, il dévale tout. Et le plus souvent, ils le font le week-end. Vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas de boulot, alors ils vous dévalisent. Il y a aussi ce qu'ils appellent le skimming. C'est-à-dire quand vous allez dans un resto aujourd'hui, vous payez. Je crois que Datatech va me le dire. Quand vous payez, souvent il y a des restos qui vous demandent de donner votre carte de crédit pour qu'ils aillent débiter ce que vous leur devez. Demandez toujours à ce que le serveur
arrive avec le terminal devant vous. Vous glissez votre carte dans le terminal devant lui. Mais ne le confiez jamais votre carte pour qu'il aille les débiter ailleurs parce qu'il pourra copier les contenus. Il y a aussi ce qu'ils appellent les salamis techniques très rapidement. Ça, c'est dans les banques. Un informaticien malveillant qui met en place un logiciel. Je ne sais pas, M. Marico, si vous n'avez jamais vérifié votre salaire au centime près, est-ce que s'il manque 25 francs à votre salaire, vous payez? Ou 10 francs? Alors, il y a des milliers de Maliens comme ça qui ne vérifient pas leur salaire au centime près, chez qui on prélève 10 ou 5 francs. Alors, 10 ou 5 francs sur un Malien, ce n'est pas beaucoup, mais sur 15 millions de Maliens, pendant plusieurs années, ça fait de cet informaticien à la véreux et quelqu'un de très riche. Donc ils appellent ça le salami technique. Ça, c'est des prélèvements automatiques sur le logiciel de banque et qui vous prélèvent des petits centimes. Ou bien ils appellent aussi la caméra bulgare quand vous allez dans les guichets de banque. Faites tout et regardez chaque fois l'orientation de la caméra. Est-ce que la caméra elle est orientée sur le clavier? Si la caméra est orientée sur le clavier de façon à ce qu'on voit votre main sur le clavier, c'est une fausse caméra. La caméra doit être fixée de façon à ce qu'on ne voit que votre visage. Parce que ce qu'on cherche à identifier, c'est la personne qui est venue faire l'opération, qu'on sache que c'est telle personne, mais pas ce que la personne tape sur le feu. Et aussi une différence de taille que les gens confondent, c'est le hacker et le cracker. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Un hacker, c'est des jeunes le plus souvent qui sortent des écoles, qui veulent juste vous montrer que bon, vous avez dit que votre maison est sécurisée, mais moi, même avec vos portes, je peux rentrer. Et faites attention pour que la maison soit sécurisée. Voici ce que vous devez faire. Ça, c'est l'hacker. Mais il va devenir un cracker si il vient dans votre maison, il trouve que la maison n'est pas sécurisée, il a accès à la maison, mais il vole quelque chose à l'intérieur, il devient un cracker. Donc il y a des informaticiens qui viennent, qui voient votre site internet ou votre, par exemple, système de e-banking, ils le testent, ils trouvent des failles. Tant qu'ils s'arrêtent à la trouvaille des failles et qu'ils vous reporte ça en vous disant ce qu'il faut faire, il est un hacker. Mais dès qu'il utilise ces failles-là pour s'enrichir ou voler, en ce moment, il devient un cracker. Donc, il y a énormément de panoplie là-dessus. Alors, c'est très bien, monsieur Bamba. C'est très intéressant ce que vous dites. On va revenir là-dessus. Je vais revenir vers monsieur Berthet. Alors, vous ouvrez la route. L'empreinte qui veut ou qui peut, puisqu'à la limite, c'est ce que j'ai compris. Mais ce que M. Bamba vient de nous dire là interpelle quand même votre technicité, puisque c'est vous qui permettez ça. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai, je comprends où est-ce que vous voulez en venir. On donne l'accès. J'avais dit tantôt, puisqu'on se sentait responsable, on a quand même quelques moyens techniques nous permettant de faire ce qui se passe sur la route en cas d'accident quand même. Il y a des policiers qui sont spécialisés pour faire le constat. Alors dites-nous, M. Berthet, sans entrer dans ce dans quoi vous ne devez pas entrer, puisque nous savons que il y a quand même des obligations de réserve par rapport à certaines questions relatives à la sûreté. Je ne vous demanderai pas de les transgresser. Mais si vous respectez cela, ce qui vous reste à dire là, dites-le nous et dites-le à nos téléspectateurs. C'est justement pour dire au public, attention, parce que voici à quoi vous êtes exposé éventuellement. Bon, alors, nous, pour tous ceux qui donnent l'accès à Internet, que ce soit les fournisseurs d'accès ou les opérateurs en général, on agit très efficacement au niveau de, si je fais l'amalgame un peu avec la circulation routière, au moment des constats. C'est-à-dire que nous sommes capables quand même de tracer, dans beaucoup de cas, les délits qui se passent sur le réseau. Alors, expliquez tracer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que remonter... C'est-à-dire que moi, escroc cybernétique, je commets un forfait qui vous est déclaré ou qui est déclaré globalement. Vous êtes capable de remonter à moi. À partir de certaines données que vous avez communiquées sur le net, si on est en possession de ça, on peut remonter la chaîne qui aboutit à vous ou à proximité de vous. Ça dépend du détail de ce que le fournisseur aurait enregistré chez lui. C'est un peu comme en cas de vol de téléphone, ils font des réquisitions chez les opérateurs pour essayer de... Voilà. D'accord.
Donc, en gros, c'est à ce niveau que nous, on intervient, on peut intervenir beaucoup. Et vous le faites? Si on est sollicité, on le fait. Vous êtes sollicité? Au Mali, non. Les types sont toujours sollicités après, mais pas avant. Globalement, nous ne parlons pas que du Mali, mais globalement... oui, ailleurs, oui. Très fréquemment, oui. Nous allons arriver à ça dans la dernière partie de notre entretien. Oui. Parce que la dernière partie, c'est moi, je me fais escroquer parce que j'ai simplement un smartphone ou un ordinateur. Qu'est-ce que je fais? On va venir à ça et vous allez donc nous expliquer quelle conduite nous devons avoir en la matière. Mais monsieur Bamba, je vais vous lire 3-4 cas. Okay. Qui nous ont été adressés par justement nos téléspectateurs. Okay. Je vais vous les citer en vrac et puis vous réagirez. Il y a l'un qui nous dit j'ai reçu un email bizarre d'une personne que je ne connais pas, se disant d'origine nigériane et me demandant de l'aider. Qu'est-ce que ça signifie? 2. J'ai voulu acheter un objet sur un site de vente aux enchères sur Internet. Après quelques échanges par mail avec le vendeur, je lui ai envoyé un virement de la moitié du prix. Je devais recevoir la marchandise dans les 8 jours, mais je n'ai rien reçu jusqu'ici. 3. En recevant mon relevé de compte bancaire, je me suis aperçu qu'on m'avait débité je ne vous dis pas le montant, on m'avait débité de tant d'euros en paiement d'achat sur Internet que je n'ai jamais effectué. 4. J'ai été victime d'une utilisation frauduleuse de mon numéro de carte de paiement sur Internet. 5e point. Dans ces cas, comment faire pour porter plainte sur Internet? Voilà. Voilà. Donc... Des cas pratiques. Hein. Voilà. Donc pour le premier cas, l'email bizarre, moi je le mets dans le cadre de la Nigerian Connection. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais accepter de recevoir un gain pour une loterie à laquelle vous n'avez jamais joué. Et je pense aussi que ça, je m'excuse, mais il faut être moins naïf. Vous ne connaissez pas la personne. Vous ne vous êtes jamais vu. Il vous propose des sommes faramineuses. Pourquoi vous les accepterez? Est-ce que vous connaissez l'origine de ces fonds? Ainsi de suite. Alors, oui. Par rapport au premier cas, avant de passer au suivant, parce qu'il a dit concrètement, c'est une personne qui dit, on m'a demandé de l'aide. Voilà. Parce qu'il y a un cas de fraude aujourd'hui aussi que l'on voit. Des amis à toi qui t'envoient un appel de détresse. Ça, c'est très intéressant de leur email, quoi. Oui, c'est ça. Je suis en voyage, je suis tombé malade à Abidjan, je n'ai plus de sous, envoie-moi 400 000, envoie-moi 500 000. Et c'est vraiment sa boîte aux lettres. Hein. Simplement, la personne qui reçoit ça et qui a de la compassion pour son ami a tendance tout de suite à se ruer pour lui venir en aide. Ça m'est arrivé. Bon, nous sommes spécialistes. Vous découvrirez le poteau rouge quand vous voulez venir en aide maintenant à votre ami. Vous verrez que les procédures qu'on va vous proposer, ce n'est pas l'ami, on va vous dire envoyé par Western Union et tout. C'est exactement ça. Toujours ça. Ça m'est arrivé, c'est exactement. Et c'est ça qui m'a mis la première fois la puce à l'oreille. C'est parce que le formatage n'était pas correct. Et j'ai soupçonné. Et puis effectivement, voilà. Bon. Il faut s'abstenir. Continuer. Ou essayer d'entrer en contact avec lui-même, sinon sa famille, etc. En tout cas. C'est-à-dire la règle générale, c'est de ne jamais faire de paiement, rentrer en transaction d'argent avec qui que ce soit sur Internet avant vérification. Continuez, M. Bamba. Voilà. Donc, c'est un cas qui est intéressant. Moi, j'ai vu un email, parce que je suis quand même le fondateur de Kinedou Forum, qui regroupe plus de 2000 cadres maliens. Alors, la fille d'un ancien président, qui envoie un message pour dire que oui, elle est en mission, en difficulté pour telle ou telle somme d'argent. Le premier réflexe, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, je me rends compte qu'en réalité, c'était pas vrai. Et son compte était piraté. Il a fallu qu'on le dise. Le second, c'est acheter sur Internet. Normalement, si la loi, acheter sur Internet est sécurant. Il ne faut pas que les gens s'effraient, mais il faut être prudent. D'abord, première prudence. Quand vous achetez à hasard, vous connaissez déjà la boutique. Donc, la confiance que vous avez est fonction de la confiance que vous avez à celui qui détient la boutique. Alors, vous voulez acheter sur Internet. Mais le site qui est derrière, vous ne le savez, vous ne le connaissez pas. Je donne un exemple. Là, vous voulez acheter un livre. Si vous l'achetez sur... je ne fais pas de la publicité, mais il faut appeler les chats par son nom. Vous êtes sur le site de la FNAC. Là, vous pouvez vous dire, c'est réellement sérieux, parce qu'ils ont un nom de domaine
qui est connu, Fnac.com, ainsi de suite. Alors, vous voulez acheter un livre, mais on vous envoie sur un site où vous voyez c'est chevaux.fr ou machin, ça vous donne déjà une idée. Donc, si vous achetez sur Internet, d'abord, quand vous allez sur le site, il y a HTTP qui se change en HTTPS déjà. Il y a normalement un petit cadenas, l'image d'un petit cadenas qui s'affiche. Et quand vous positionnez le curseur dessus, l'algorithme de cryptage, c'est souvent 128 SSL. Ça, c'est le minimum. Donc, quand vous voyez ça, et la connaissance préalable que vous avez aussi de celui qui est derrière, peut vous conforter dans l'achat. Et dans la loi malienne, qui est, bon, pas de la loi malienne, dans l'avant-projet de loi qui est quelque part, et on ne sait pas pourquoi c'est bloqué. Si la loi sur les transactions électroniques, elle est votée au Mali, ça va nous prémunir contre de telles choses. Parce que la loi va dire exactement, puisque le contrat sur Internet, c'était un contrat entre personnes absentes, voici un certain nombre de préalables que tout vendeur d'Internet doit faire. Vous avez un droit de rétractation. Ok, c'est-à-dire que vous avez un délai de grâce, et qui vous permet de réagir si vous recevez ou pas. Et puis il y a, comment on appelle, on vous dit, voici, comment on appelle, les obligations, la description du produit, il y a un certain nombre de choses, d'obligations qui incombent aux vendeurs en ligne. Oui, mais c'est la loi qui peut formater ça. Monsieur Bamba, mon cousin qui se trouve, qui est d'abord illettré, qui est paysan, qui ne comprend rien, qui se trouve à Tchid-Kofoto, quelque part dans les Niayes au Niger, qui reçoit une invite à venir récupérer à La Haye 10 millions d'euros, qui n'a autour de lui personne qui soit capable de lui expliquer quoi que ce soit de cela. Il ne devrait pas être sur Internet. Si des ennemis lire écrire, et parce que... Mais ils sont sur Internet. Oui, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire. Non, mais il ne devrait pas. Non, il ne devrait pas, parce que aujourd'hui sur Internet, et c'est en réalité ce genre de personnes que ces gens recherchent. D'abord, ce que moi je dis aux gens, ne répondez jamais. Si vous savez que vous êtes illettré, vous ne savez pas lire, vous n'avez personne, vous ne répondez pas. Parce que le plus souvent, c'est des envois aveugles. Aveugle, ça veut dire que le gars, il a un serveur ou un logiciel qui lui permet d'envoyer par simulation des milliers de messages. Alors, lui-même, il ne sait pas que ces messages sont fonctionnels ou pas. C'est les personnes qui prennent le risque de dire « Ah, allez vous faire foutre, je ne suis pas naïf ou autre là ». Vous confirmez déjà par cet échange-là la fonctionnalité de votre email. Et en ce moment, on cible sur vous et on trouve les moyens... Donc ça veut dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il ne faut même pas réagir. Il ne faut pas réagir. Si vous réagissez, vous confirmez la fonctionnalité de votre email. Si vous réagissez, ça veut dire que vous connaissez ce qu'ils font et vous voulez peut-être les pisser ou voir. En tout cas, ce que moi je propose. Très bien. Parce que les techniciens... D'accord. Alors, mais M. Berthet, parce que le temps passe, il faut que nous puissions épuiser les différents points. Absolument. Et M. Berthet, contrairement à la criminalité classique, la cybercriminalité, en réalité, relève de la transnationalité, de l'immatérialité, de la volatilité et surtout de l'anonymat des acteurs. C'est-à-dire que vous donnez la route à des gens qui sont immatériels, qui sont anonymes, qui sont volatiles et qui sont transnationaux. C'est-à-dire quasiment sans visage. C'est ça? Est-ce que nous sommes d'accord? Pas tout à fait. Alors, dites-moi en quoi vous n'êtes pas d'accord. Vous savez, ce que peut-être tout le monde ne sait pas, on ne peut pas aller sur ces technologies-là sur le net sans laisser de traces. Absolument. Une investigation criminelle très poussée techniquement peut permettre de révéler et d'aboutir à l'auteur du crime ou du délit. C'est pourquoi je dis l'anonymat n'est pas chose garantie. On peut toujours remonter. On peut, même ceux qui croient qu'ils sont dans l'anonymat, non. Très bien. Et surtout mieux, avec la nouvelle loi, la loi exige maintenant qu'on ait un certificat électronique. Tout comme vous avez une carte d'identité dans la vie physique, la loi, les avant-projets de loi qui vont être votés plus tard, je l'espère, disent qu'il faut un certificat électronique. Tout comme vous avez une carte d'identité dans la vie physique, chaque Malien devrait avoir un certificat électronique, chaque entreprise, chaque Malien, pour certifier que vous êtes exactement la personne que vous prétendez être sur Internet. Et ce certificat-là
Cette agence aussi doit être mise en place. Mais sans la loi, on ne peut rien faire de tout ça. Alors, puisque vous me dites que ces avant-projets de loi se trouvent quelque part dans des tiroirs pour des raisons qu'on ne connaît pas, je voudrais dire à nos téléspectateurs que l'Union africaine se trouve exactement dans la même situation. C'est-à-dire que l'Union africaine a initié un projet de dispositif de lutte contre la cybercriminalité, à l'image de l'accord de Budapest qui concerne l'Union européenne, puisque l'Union européenne, à Budapest, la Convention de Budapest, a mis en place, mais là-bas ça fonctionne. Chez nous, c'est dans un tiroir quelque part à Addis Abeba, comme de juste, puisque ainsi fonctionnent nos pays et nos institutions. Donc c'est pour dire que ce n'est pas que ça n'existe pas. Mais ce n'est pas appliqué. Donc ça ne sera pas appliqué. Vous nous donnez le cas du Mali, mais je suis sûr et certain que la plupart des pays de la sous-région ne doivent pas être dans des situations différentes, puisque l'Union africaine elle-même, je viens de vous dire, depuis 2009, a initié ce projet de lutte contre la cybercriminalité, document dont personne n'a aucune information aujourd'hui. Et l'auteur de ce document, c'est le même auteur, le professeur Abdoulaye Cissé de l'Université Gaston Berger, avec qui nous avons travaillé pour sortir les lois maliennes. En fait, c'est que la démarche que nous avons, en tout cas la démarche qui a été conçue en Afrique, c'est que chaque pays essaie de transposer un certain nombre de dispositions dans sa législation nationale. La législation de l'Union européenne, de l'Union africaine, elle est faite pour harmoniser, pour faire en sorte que les lois nationales se parlent. C'est une harmonisation, voilà. C'est vrai, vous avez raison de le préciser. Et là, on ne le fait pas. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vais vous donner la parole, l'un après l'autre, M. Berthet, puis ensuite M. Bamba, pour le mot de la fin. M. Berthet. Bon, pour le mot de la fin, je pense que moi, je vais me focaliser un peu sur ce qu'il ne faut pas faire, juste en termes de quelques conseils utiles par rapport à des cas qui ont été cités là. Oui, c'est ce que nos téléspectateurs attendent. Je sais, ça va leur être certainement utile. Par exemple, le cas de la caméra bulgare. Il ne suffit pas de vérifier comment c'est orienté. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, quand vous tapez votre code, c'est ce que moi je fais, vous mettez une main comme ça au-dessus et vous tapotez. Systématique, en face de n'importe quel guichet. Ça, c'est très intelligent. Oui, c'est ce que... Et c'est d'ailleurs mon épouse qui m'a conseillé ça. Les femmes sont souvent très... Voilà. Et ce qu'il ne faut pas faire aussi, quand vous recevez un mail d'un inconnu qui vous demande d'accomplir certaines formalités ou des manœuvres ou de cliquer sur un lien, ne le faites pas. Quand vous tombez sur un mail qui vous demande de révéler certaines choses ayant trait à votre identité personnelle ou à un compte personnel, ne le faites jamais. Aucune banque ne vous demandera par Internet de lui communiquer certaines choses. Aucun fournisseur d'accès ne va entreprendre de vous dire, dans le cadre de la réinitialisation de ces mots de passe, je vais confirmer ceci. C'est pour pirater votre compte. La règle générale, vous ne connaissez pas quelqu'un, évitez sur le net de communiquer avec lui. Merci, M. Berthet. Moi, je vais aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que même lorsque vous n'êtes pas sollicité, évitez de mettre sur le net des informations confidentielles ou qui peuvent être exploitées contre vous dans des circonstances qui ne sont peut-être pas actuelles, mais qui peuvent arriver dans l'avenir. Nous n'avons pas parlé de cyberterrorisme, nous n'avons pas parlé de cyberpornographie, nous n'avons pas parlé de cyberguerre, nous n'avons pas parlé de beaucoup de choses, mais nous allons les décliner au fil du temps dans des émissions bien précises, mais c'est pour dire éviter. Nous avons vu des photos défiler sur Internet qui ont été innocemment mises sur le net et qui se sont révélées après être des motifs de suicide. Monsieur Bamba, alors je vous donne la parole pour la fin, mais je voudrais aussi en même temps vous dire une chose. Parce que à mon premier cours de droit à l'université, ça remonte à une autre vie. C'est sûr. Mon professeur, c'était à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles. Le professeur est entré, il nous a expliqué la matière qu'il allait nous enseigner au cours de l'année.
Et il a eu une phrase que je n'ai jamais comprise, qui a toujours été très énigmatique pour moi, et je profite d'avoir un juriste en face de moi pour lui demander ce que ça signifie. Voilà exactement ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, mesdames et messieurs, sachez que le droit n'a pas pour vocation de défendre les idiots. En ramenant ça à notre sujet, je vous demande de m'expliquer ce que ça signifie. Alors, en ramenant à votre sujet, ça veut dire que le droit n'a pas vocation à défendre des idiots. Le droit vous défend pour peu que vous-même vous défendiez. Et il n'y a aucune loi qui pourrait défendre quelqu'un contre la cybercriminalité si vous n'avez pas le minimum de réflexe, le minimum de jugeote nécessaire pour échapper à ces faits. Aucune loi ne vous défendra si vous pensez que vous pouvez gagner une loterie à laquelle vous n'avez pas joué. Aucune loi ne vous défendra si vous pensez que vous pouvez voyager avec toute prise en charge confondue dans un pays que vous ne connaissez pas par une personne que vous n'avez jamais vue ni connue. Donc, le droit ne peut pas défendre cela. Donc, il y a des dispositions minimum qui sont d'abord nécessaires de la part de la personne elle-même, et sans lesquelles aucune législation ne vous défendra pas. Et ça rejoint ce qu'on a dit, l'homme au début et à la fin de tout ça. Vous voulez dire que nous sommes globalement responsables, les premiers responsables de ce qui nous arrive. La victime est d'abord la première responsable. Très bien. Alors, concluez. Et la conclusion que je vais donner, c'est d'abord très franchement saluer le travail d'éclairage qu'a fait Africable depuis un certain temps. Vous abordez des thématiques qui intéressent tout le monde. Avec les moyens de bord que vous avez, vous arrivez à le faire et moi je vous dis chapeau. Et par contre, je voulais quand même interpeller nos plus hautes autorités pour dire que le Mali de Bamako 2000, pour ceux qui m'entendent, le Mali de Bamako 2002, qui était à l'avant-garde du combat, du plaidoyer pour la promotion des technologies en Afrique, ne peut pas être à ce retard. Quand on jette un miroir sur la sous-région, on se rend compte que bien des pays voisins ont adopté ces législations il y a très longtemps. Ils ont même mis en place les structures que ces législations appellent. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi le Mali de Bamako 2000 est en retard? Pourquoi le Mali de Bamako 2002 est en retard? Cette réponse-là, il faudrait qu'on nous la donne. Parce que nous ne pouvons pas être tout le temps les premiers à défendre les choses et dans la mise en œuvre être encore les derniers. Ces lois ont été déjà très bien travaillées. Une commission nationale d'experts, une commission d'experts nationaux a été mise en place, que j'ai eu le plaisir de présider. Les textes sont sortis. Il y en a qui ont été votés, mais les autres doivent l'être pour le bonheur du Malien. Parce que l'économie numérique est à ce prix. Si nous voulons lutter contre le chômage, nous devons faire en sorte qu'il y ait une bonne place au soleil qui soit faite aux nouvelles technologies. Parce que c'est une technologie transversale, ça concerne tous les métiers de l'homme. Alors, si vous développez les technologies, si vous les mettez à l'aise, les fournisseurs d'accès, vous les donnez les moyens, vous établissez les règles, je vous assure que les technologies vont être un levier, un raccourci pour le développement de notre pays. Alors, s'il vous plaît, votez ces lois. Merci, Monsieur Bamba. Merci, Monsieur Berthet. Et surtout, merci pour vos paroles très amicales. Ces paroles qui, pour moi, sont un encouragement que je m'empresse de partager avec toute l'équipe d'Africable Télévision, et en particulier à votre avis. Et je profite donc pour vous dire que ceux qui nous permettent, nous, d'être vus à l'écran, qui sont véritablement ceux qui font l'émission. Ce sont Awa Tafili Touré, c'est Mafa Doumbia, c'est Maël Teko Afanou, c'est Dama Doumbia, c'est Awa Sangare, c'est Youssouf Diagola, c'est notre patron Sekou Tangara, et puis Monsieur Sidibé Ismaël, notre PDG, qui nous permettent de faire tout cela, mais que personne ne voit à la télévision, c'est M. Mariko qu'on voit, mais qui est tributaire. C'est ce que vous n'avez pas oublié, Hein. Merci, messieurs, et de nous avoir accompagnés dans cette émission. Mais nous nous retrouverons probablement pour d'autres débats sur certains aspects de cette même problématique. Merci encore. Merci. Mesdames et messieurs, certains peuples africains vont être conviés à se rendre aux urnes en 2015, 2016 et 2017.
Parmi ces pays, je peux citer une quinzaine. Quelqu'un m'a dit non, il y en a 17. Si on s'en tient aux pays francophones d'Afrique. Alors, la semaine prochaine, je vous invite à discuter de la problématique des élections en Afrique. Et l'émission est intitulée « Au secours, les élections arrivent ». Vous comprenez pourquoi au secours les élections arrivent? Parce que les élections sont source de troubles, de problèmes, de désolation, de destruction et de déconstruction des tissus sociaux, économiques, politiques, ethno-régionaux qui nous ont permis jusqu'ici de vivre dans la paix. Alors, tout le monde en a peur. Retrouvons-nous vendredi prochain, si vous le voulez bien, pour en discuter. Et comme vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos observations, vos propositions, vos questions au 00 223 44 20 80 80, vos SMS au 00 223 74 22 59 73, vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Excellente soirée chez vous, prenez bien soin de ceux qui vous aiment et à vendredi.